Le pemphigus. Le terme pemphigus était autrefois utilisé comme synonyme de bulle ou de fictène. Actuellement exclusivement réservé à un groupe de maladies, bullose. Le pemphigus est une maladie bulleuse auto-immune rare touchant la peau et les muqueuses. Production d'auto-anticorps dirigée contre des protéines constituant du principal système de jonction interkératinocytaire. Le desmosome - la fixation des anticorps a pour conséquence la perte d'adhésion entre les kératinocytes appelée acantholyse et la formation de bulles intraépidermiques. Classification repose sur l'aspect clinique, le niveau de clivage histologique, l'antigène cible des auto-anticorps. Ainsi on distingue les pemphigus profonds caractérisés par la prédominance de lésions muqueuses, l'existence d'un clivage suprabasal et la production d'auto-anticorps dirigés contre la desmogléine 3, pemphigus vulgaire végétant. Les pemphigus superficiels caractérisés par la prédominance des lésions cutanées, l'existence d'un clivage sous-corné et la production d'auto-anticorps reconnaissant la DSG1. Depuis les années 1970, de nouvelles formes de pemphigus ont été décrites, qui échappent à la première classification. Pemphigus paranéoplasique herpétiforme et pemphigus A, I fermez les parenthèses A. C'est forme la plus fréquente de pemphigus, avec plus de 70% des cas. Il reste, malgré cela, une maladie rare. La maladie survient dans les deux sexes, le plus souvent entre 40 et 60 ans, mais peut débuter à tout âge et atteindre de jeunes enfants ou des nourrissons. Plus fréquent dans les populations juives et méditerranéennes. Deux tableaux cliniques. Par atteinte muqueuse. Dans plus de 2 sur 3 des cas, la maladie commence par une atteinte muqueuse. L'atteinte buccale est la plus fréquente. Elle est faite de bulles fugaces qui sont rarement observées, car laissant rapidement place à des érosions post-bulleuses sans enduit fibrineux, bordées d'une collerette épithéliale. Les bulles peuvent toucher les joues, le palais et les gencives. Les érosions post-bulleuses sont douloureuses et traînantes, gênant l'alimentation. L'atteinte buccale reste volontiers isolée pendant plusieurs mois, avant que n'apparaissent les signes cutanés. La maladie peut rester exclusivement buccale. L'atteinte des autres muqueuses est possible. L'atteinte ésophagienne, l'atteinte pharyngée et laryngée, pouvant se traduire par une dysphagie, une odynophagie ou une dysphonie. Une atteinte génitale ou rectale est parfois présente. Elle peut se traduire par des douleurs ou des saignements. Les érosions peuvent toucher la vulve, le vagin, mais aussi le col utérin. L'atteinte oculaire est rare, peut être cornéenne ou conjonctivale. L'atteinte la plus fréquente est représentée par une conjonctivite pouvant se compliquer d'ulcération conjonctivale. L'atteinte de la cornée est plus grave, pouvant exceptionnellement entraîner une cécité. B. Atteinte cutanée. Le plus souvent, l'atteinte cutanée survient secondairement, plusieurs semaines ou plusieurs mois après les érosions muqueuses. Elle se caractérise par la survenue de bulles flacides à contenu clair, siégeant classiquement en peau non érythémateuse. Fragiles, les bulles laissent rapidement place à des érosions post-bulleuses cernées par une collerette épidermique. Les bulles peuvent confluer pour donner naissance à de vastes décollements à contours polycycliques. Il existe un signe de Nikolsky en peau péribulleuse et parfois en peau saine. Ce signe consiste en un détachement des couches superficielles de l'épiderme provoqué par le frottement appuyé de la peau. Les lésions peuvent être localisées ou généralisées et prédominent au point de pression, dans les grands plis, sur le visage et le cuir chevelu, ainsi qu'au niveau des extrémités, atteinte péri-ingéale fréquente. Signes fonctionnels, elles sont habituellement peu ou pas prurigineuses. Les érosions post-bulleuses, souvent douloureuses, cicatrisent lentement en laissant parfois une macule pigmentée. La maladie peut parfois comporter des lésions à type de kératose séboréique, ainsi que des lésions nodulaires. Atteinte ingéale tous, les constituants de l'ongle peuvent être touchés, et les aspects rencontrés sont très polymorphes. 3 examens complémentaires. À signes biologiques, des anomalies du bilan électrolytique doivent être recherchées, car elles reflètent les pertes hydroélectrolytiques et protéiques pouvant compliquer la maladie.
B. Histologie de poids. L'examen en histologie standard d'une biopsie pratiquée au niveau d'une lésion bulleuse égale un aspect pathognomonique, c'est le phénomène d'acantholyse. C. Immunohistochimie IFD, des dépôts d'IgA à la surface des kératinocytes IFI, recherche d'anticorps circulants dirigés contre la membrane des kératinocytes. 4. Évolution. Pronostic. L'évolution spontanée est habituellement sévère du fait de la survenue de complications liées à la dénutrition et à la rupture de la barrière cutanée, déshydratation, dénutrition, surinfection. Le taux de rémission spontanée à long terme est probablement inférieur à 20%. Le pronostic de la maladie a été révolutionné par l'introduction des corticoïdes qui a fait passer la mortalité de 75 à 80% à 30%. Aujourd'hui, cette mortalité est estimée entre 5 et 15%. Paradoxalement, elle est essentiellement due aux effets secondaires des traitements utilisés, au premier rang desquels les corticoïdes et les immunosuppresseurs. L'évolution des lésions buccales est souvent plus traînante que celle des lésions cutanées du fait de facteurs traumatiques et infectieux, et de la plus grande fragilité des jonctions intercellulaires des muqueuses. Enfin, l'évolution d'un pemphigus vulgaire vers un pemphigus végétant, ou vers des formes superficielles, pemphigus foliacé, pemphigus érythémateux, a été rapportée à plusieurs reprises, posant le problème des rapports physiopathologiques entre ces différentes maladies. 5 diagnostics différentiels. Toxidermie bulleuse. Erythème polymorphe bulleux. Pemphigoïde bulleuse, bulle sous-épidermique. Traitement. Traitements locaux. Dermocorticoïdes, corticothérapie intralésionnelle. Autres traitements locaux, la cyclosporine, prostaglandine 2. Traitement systémique. Corticothérapie générale. Immunosuppresseurs, azatioprine, cyclophosphamide, méthotrexate, cyclosporine. Chlorambucil, mycophénolate mofétyle. Immunomodulateur. Biothérapie. Mesures associées. Maintien d'un équilibre nutritionnel et hydroélectrolytique satisfaisant, du fait de la gêne à l'alimentation occasionnée par les lésions muqueuses, et d'autre part des pertes caloriques et protéiques en cas de lésions cutanées étendues. En effet, la dénutrition entraîne un retard à la cicatrisation et favorise les surinfections. Des soins locaux de points, antiseptiques et asséchants. Les mesures habituelles associées à la corticothérapie générale sont régime peu salé, traitement vitamino-calcique éventuellement complété par des diphosphonates en fonction des données de l'ostéodensitométrie, supplémentation potassique. La xylocaïne pour les lésions muqueuses douloureuses. En cas d'atteinte oculaire, des larmes artificielles, des pommades ophtalmiques à la vitamine A, ainsi que le traitement local des surinfections. Une hygiène buccale locale stricte est nécessaire. Bain de bouche avec des antiseptiques, les dentiers ajustés, le recours à une alimentation mixée.